Chaque nuit, des milliers de camionneurs parcourent les routes solitaires pendant que le reste du monde dort. Mais ils ne sont pas seuls sur ces routes obscures. Dans les stations-service abandonnées, où le temps semble s'être arrêté, attendent des présences qui défient toute explication rationnelle. Les récits que vous êtes sur le point de découvrir ne sont pas de simples légendes urbaines. Ce sont des témoignages réels de rencontres avec l'impossible, des expériences qui ont laissé des cicatrices invisibles sur ceux qui les ont vécues. 3 arrêts nocturnes qui ont commencé par un besoin de refuge ou de carburant, et se sont terminés par une rencontre avec le côté le plus sombre de la réalité. Ce qui rend ces cas particulièrement troublants, c'est qu'ils se sont produits à des endroits différents, avec des personnes qui ne se connaissaient pas, mais dont les témoignages partagent des éléments inquiétamment similaires. Comme si quelque chose d'ancien et d'affamé guettait dans ces squelettes de béton et de métal, attendant patiemment son prochain client. Préparez-vous à entrer dans des territoires où les lois de la physique se plient et où le temps perd son sens. Des lieux où ce qui est mort depuis des années continue de servir aux pompes, où le passé et le futur entrent en collision dans un terrible avertissement, et où certaines présences ne parviennent jamais à quitter leur poste, même après la mort. Dirigez vos lumières vers l'obscurité de la route nationale 7, où je circule depuis 28 ans sans jamais avoir goûté à la peur jusqu'à cette maudite nuit de mars. Le tableau de bord numérique marquait exactement 3h15 du matin lorsque mes phares ont illuminé le panneau corrodé de la station-service abandonnée au kilomètre 157. Cet endroit, je le connaissais trop bien. J'y faisais le plein pendant des années, avant qu'elle ne ferme suite à l'accident qui a transformé une famille entière en gros titres de journaux pris en croix au bord de la route. L'aiguille de la jauge d'essence tremblait dans le rouge, implorant pour de l'essence, et la prochaine station était à 70 km. C'est alors que j'ai vu quelque chose d'impossible, des lumières allumées, clignotant comme des lucioles dans une nuit sans étoiles. Des lumières dans une station fermée depuis 7 ans. Ma gorge s'est instantanément asséchée tandis qu'une sueur froide coulait le long de mon dos. Quelque chose n'allait pas, terriblement pas, mais la nécessité parlait plus fort que l'intuition. J'ai tourné brusquement le volant, sentant les pneus protester contre l'asphalte, et je suis entré dans la station. Le gravier craquait sous les roues comme des os qui se brisent, un son qui résonnait dans la nuit vide. Le brouillard épais s'enroulait autour des pompes à essence, comme des doigts spectraux caressant le métal rouillé. Et puis, à travers la brume, je l'ai vue. Une femme en uniforme, immobile, qui attendait. Seule, à côté d'une vieille Renault qui semblait sortir directement des années 80, elle m'a fait signe d'approcher. Son mouvement était étrange, trop fluide, comme si chaque geste était une ondulation dans la réalité. Sous la faible lumière, sa silhouette semblait déformée, allongée, avec des proportions que mon cerveau refusait de traiter complètement. Pourtant, j'ai continué à avancer, chaque mètre me rapprochant de ce que mon instinct me criait d'éviter. Lorsque le pare-choc de mon camion s'est arrêté à quelques mètres d'elle, j'ai senti mon cœur geler. La femme n'avait pas d'ombre. La lumière jaunâtre des pompes éclairait le sol autour d'elle, mais il n'y avait aucune ombre là où il devait y en avoir. Et ses yeux. Mon Dieu, ses yeux réfléchissaient la lumière comme des miroirs, 2 flaques de mercure liquide incrustées dans un visage trop pâle pour être humain. Je suis descendu du camion, mes jambes tremblant tellement que j'ai failli tomber. L'air était glacial, beaucoup plus froid que le reste de la route, comme si ce morceau de réalité se trouvait dans une autre dimension. La respiration formait des nuages épais devant moi, obscurcissant partiellement la vision de cette figure qui souriait maintenant avec des dents parfaitement blanches, parfaitement alignées, parfaitement fausses. C'est alors que j'ai remarqué le détail qui m'a fait douter de ma santé mentale, ses pieds ne touchaient pas le sol. Ils flottaient à quelques centimètres au-dessus du béton taché, comme si la gravité n'était qu'une suggestion qu'elle avait choisi d'ignorer. Mon sang s'est transformé en glace dans mes veines. J'ai voulu courir, crier, prier tout à la fois, mais mon corps refusait d'obéir, paralysé par la terreur pure et primitive que seul le surnaturel peut provoquer. Sur son badge, illuminé par une lumière qui semblait venir de l'intérieur même, j'ai lu « Marie, 2016, exactement l'année de l'accident ». Les lettres pulsaient doucement, comme si elles étaient vivantes. Son sourire s'est élargi alors qu'elle s'approchait, flottant centimètre par centimètre dans ma direction. Elle a ouvert la bouche pour parler, et je jure avoir vu une obscurité absolue à l'intérieur, un vide sans fin où il devrait y avoir des dents, une langue, une gorge. Si vous avez ressenti le même frisson que moi maintenant, laissez votre like. Ça aide à me protéger. La voix est sortie de ma propre bouche avant que je ne m'en rende compte, comme si une partie primitive de mon cerveau cherchait une connexion avec d'autres humains face à l'horreur inexplicable. Ce fut un instant de clarté au milieu de la peur,
un réflexe involontaire de survie. Ils aiment quand nous avons peur, ai-je murmuré tandis qu'elle continuait à s'approcher, ses yeux maintenant fixés sur les miens comme s'ils pouvaient aspirer mon âme à travers eux. D'une manière ou d'une autre, j'ai repris le contrôle de mes jambes et j'ai couru vers le camion. Les clés ont glissé de mes mains moites 3 fois avant que je ne parvienne à les insérer dans le contact. Le moteur a calé, toussé, puis s'est éteint. J'ai essayé à nouveau. Rien. À la 3e tentative, alors qu'elle n'était plus qu'à 2 mètres de la porte, le moteur a finalement rugi à la vie. J'ai démarré avec tant de force que j'ai failli tomber de la cabine, les pneus dérapant sur le gravier tandis que j'accélérais désespérément. Dans le rétroviseur, j'ai vu la station plonger dans l'obscurité totale, comme si jamais aucune lumière n'y avait existé. Marie, la voiture, les pompes illuminées, tout avait disparu en un clin d'œil. Seule la structure abandonnée demeurait, une silhouette noire découpée sur le ciel sans étoiles, comme la carcasse de quelque chose mort depuis longtemps. J'ai conduit aussi vite que possible, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de ma poitrine. Le lendemain matin, j'ai convaincu 3 collègues de revenir avec moi à la station. Je devais confirmer que je n'étais pas fou. Sous la lumière impitoyable du soleil, nous n'avons trouvé que des ruines. Le toit partiellement effondré, des pompes arrachées de leur base, de la végétation poussant entre les fissures du sol. Les toiles d'araignée sur les fenêtres brisées indiquaient que personne n'était entré là depuis des années. Il n'y avait aucune trace d'électricité, encore moins d'une employée ou d'une voiture ancienne. « Tu as rêvé éveillé, vieux », a dit l'un de mes collègues, riant de mon expression. Peut-être avait-il raison. Peut-être n'était-ce que la fatigue de centaines de milliers de kilomètres solitaires. Mais alors, tandis que nous nous préparions à partir, j'ai trouvé quelque chose dans la poussière, une empreinte de chaussure féminine, un seul pas, qui commençait et se terminait brusquement, comme si quelqu'un était apparu de nulle part, avait fait un pas, puis avait disparu. L'un de mes collègues l'a vu aussi. Il a instantanément pâli et n'a plus jamais parlé de cet incident. Depuis cette nuit-là, chaque fois que je passe au kilomètre 157, j'éteins la radio et je prie. Peu importe l'heure de la journée, ce tronçon semble toujours plus sombre, plus froid, comme si la réalité y était plus mince. Les autres camionneurs évitent maintenant de voyager avec moi sur cette route. Ils disent que je deviens différent, les yeux écarquillés, agrippé au volant comme si ma vie en dépendait, murmurant des paroles incompréhensibles. Les nuits sans lune, quand je conduis seul et que la route semble s'étendre infiniment devant moi, je vois parfois des lumières lointaines là où il ne devrait y en avoir aucune. Et dans les rétroviseurs, pendant une fraction de seconde, je vois un visage pâle m'observant depuis le siège arrière, un visage avec des yeux de mercure liquide et un sourire trop large pour tenir dans des traits humains. Il y a 3 jours, je me suis arrêté dans un restaurant routier à 200 km de là. Un vieux camionneur que je n'avais jamais vu auparavant s'est assis à ma table sans demander la permission. « Tu es passé par la station du kilomètre 157, n'est-ce pas » a-t-il demandé, ses yeux injectés de sang fixés sur les miens. Avant que je puisse répondre, il a continué, « Elle t'est apparue aussi. » Marie ? Le café dans ma tasse a instantanément refroidi, comme si le simple son de ce nom aspirait toute la chaleur autour. Elle m'a montré comment elle est morte, a murmuré le vieil homme, retroussant sa manche pour révéler 5 marques profondes sur son bras, comme si quelqu'un ou quelque chose y avait planté des griffes. La prochaine fois, elle te le montrera aussi. Il s'est levé et est parti en boitant, me laissant seul avec une peur qui semblait grandir à chaque seconde, dévorant tout mon courage comme de l'acide. Je n'ai jamais raconté à personne ce qui arrive à mon camion quand je passe au kilomètre 157. Comment la radio se règle toujours toute seule sur une station qui ne diffuse que des chansons de 2016. Comment la climatisation souffle un parfum de lavande, même en hiver, quand elle est éteinte. Comment, pendant quelques secondes, la jauge indique plein, même quand je sais qu'elle est presque vide. Hier, j'ai trouvé quelque chose dans la boîte à gants que je suis certain qui n'était pas là avant, un badge décoloré avec le nom, Marie, et l'année, 2016. Les lettres semblent changer de position quand je ne les regarde pas directement. Je le porte maintenant sur moi, je ne sais pas si c'est pour me protéger ou comme une malédiction. Peut-être me garde-t-il en sécurité, peut-être me marque-t-il comme le prochain. La seule certitude est que certaines histoires de la route ne devraient jamais être racontées. Ce matin, j'ai reçu une proposition de nouvel itinéraire, passant par l'ancienne station du kilomètre 22, où on dit qu'un camionneur est mort brûlé vif dans sa cabine il y a 10 ans. Le répartiteur a mentionné négligemment que certains conducteurs signalent voir des phares qui les suivent sur ce tronçon, des phares qui disparaissent quand on les regarde directement. J'ai accepté l'itinéraire. Peut-être par curiosité, peut-être par folie, ou peut-être,
Seulement peut-être, Marie n'est pas la seule à avoir des histoires à raconter sur les routes vides de l'Aube. C'est arrivé pendant ma route habituelle de Lyon à Marseille, à cette station-service abandonnée juste avant La Ciotat. Vous savez laquelle? Celle qu'ils ont fermée en 2018 après cette fusillade où les propriétaires ont été tués. La route était déserte cette nuit-là, seulement l'asphalte noir s'étendant sous le ciel étoilé comme un ruban sombre coupant le paysage endormi. Il était environ 23 heures quand mon camion a commencé à avoir des ratés. L'ordinateur de bord indiquait une surchauffe, j'ai donc dû m'arrêter. Le moteur émettait des claquements métalliques inquiétants, comme si quelque chose se brisait lentement à l'intérieur. La pleine lune était la seule source de lumière, suffisante pour révéler le squelette de ce qui avait été une station totale, les pompes comme des sentinelles silencieuses gardant des secrets que personne ne devrait découvrir. Je me suis garé près de la structure principale, le métal rouillé de l'auvent projetant des ombres déformées sur le béton fissuré. Même les insectes nocturnes ne semblaient pas vouloir s'approcher de cet endroit, créant un silence anormal qui semblait engloutir tout bruit. J'ai décidé de vérifier le moteur et d'attendre qu'il refroidisse, ouvrant le capot pour libérer un nuage de vapeur qui s'est dissipé dans l'obscurité comme un fantôme. L'odeur âcre d'huile chaude et d'antigel remplissait l'air tandis que je travaillais sous le capot, la lumière de la lune rendant tout bleuâtre et irréel. C'est alors que j'ai entendu, clair comme le jour, une voix venant de la pompe 3, « Je peux t'aider, l'ami ?» Le son a réverbéré dans le silence absolu, me faisant lâcher la lampe de poche que je tenais. J'ai pensé que c'était un autre conducteur, quelqu'un qui s'était arrêté sans que je m'en aperçoive. J'ai pivoté rapidement, le cœur battant, mais il n'y avait personne. La zone de la pompe 3 était vide, seulement des taches sombres au sol où le carburant avait fui des années auparavant. La lumière de la lune révélait chaque détail de la station abandonnée, il n'y avait nulle part où quelqu'un pourrait se cacher. J'ai dégluti, essayant de me convaincre que c'était juste mon esprit fatigué qui me jouait des tours. Je suis retourné au moteur, me forçant à me concentrer sur le problème technique et à ignorer le frisson qui remontait le long de ma colonne vertébrale. J'ai continué à travailler, les mains légèrement tremblantes maintenant, essayant de localiser la source de la surchauffe. Le silence semblait presser mes oreilles, comme si l'air lui-même attendait quelque chose. C'est quand j'ai entendu à nouveau, cette fois si proche que j'aurais pu jurer sentir la respiration près de mon oreille. Tu as besoin d'eau dans le radiateur. Il y a un tuyau derrière. La voix était rauque, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps, mais étrangement calme et confiante. Je me suis figé, serrant la clé à molette si fort que mes doigts me faisaient mal. Il n'y avait personne là, je pouvais voir clairement toute la station sous la lumière impitoyable de la lune. Mais la voix semblait trop réelle pour être imaginaire. Lentement, presque contre ma volonté, j'ai marché jusqu'à l'arrière du bâtiment principal, chaque pas faisant craquer le gravier sous mes bottes, le son amplifié par le silence sépulcral. Et il était là, un vieux tuyau enroulé contre le mur, partiellement caché par des buissons secs qui avaient poussé à travers le béton. Il semblait impossible que quelqu'un puisse savoir cela, à moins de connaître très bien l'endroit. D'une main tremblante, j'ai déroulé le tuyau, surpris de découvrir qu'il fonctionnait encore quand j'ai tourné le robinet rouillé, libérant un jet d'eau fraîche dans la nuit chaude. Le radiateur a accepté l'eau avec reconnaissance, la vapeur sifflant lorsque le liquide froid a rencontré le métal chaud. Pendant que je travaillais, je me sentais comme si j'étais observé, pas de manière menaçante, mais comme si quelqu'un était simplement présent. Les ombres autour de moi semblaient bouger indépendamment de la lumière, dansant à la périphérie de ma vision, mais disparaissant quand j'essayais de les fixer directement. Quand j'ai fini de réparer le camion, j'ai essuyé mes mains sales de graisse avec un chiffon et regardé autour, ressentant un étrange besoin de remercier. La station restait déserte, seulement le vent occasionnel balançant légèrement les restes d'un panneau de prix. « Qui êtes-vous » ai-je demandé à l'air vide, ma voix sonnant petite et vulnérable dans l'immensité de la nuit. Pendant un long moment, il n'y eut pas de réponse. Puis, comme un murmure porté par le vent, vint la réponse. « Marcel, celui qui tenait la station. Je n'ai pas pu partir depuis cette nuit-là. » La voix semblait venir de partout et de nulle part, comme si l'air lui-même parlait. Je n'ai pas pu éviter le frisson qui a parcouru mon corps, les cheveux de ma nuque se dressant instinctivement. Il n'y avait pas de peur dans la voix, juste une tristesse profonde et résignée qui semblait plus ancienne que le temps lui-même. Je voulais fuir cet endroit le plus vite possible, mais quelque chose me retenait, une curiosité morbide mêlée de compassion. Que s'est-il passé cette nuit-là, me suis-je entendu demander, surpris par mon propre courage. L'air autour de la pompe 3 sembla devenir plus dense,
comme si la réalité se pliait sur elle-même, et pendant un instant, si bref que je me demandais plus tard si c'était réellement arrivé, je vis la silhouette translucide d'un homme âgé portant une casquette. « Ils sont entrés peu après minuit », répondit la voix, venant maintenant clairement de la pompe 3. 3 hommes cagoulés. Ma femme était à la caisse. J'ai essayé de la protéger. Une brise soudaine agita les papiers oubliés sur le sol, formant de petits tourbillons de poussière. Je suis tombé là, près de la pompe 3. La dernière chose que j'ai vue était Charlotte criant mon nom. La tristesse dans ses mots était palpable, comme un poids physique dans l'air nocturne. Ma gorge était sèche quand j'ai essayé de répondre, les mots coincés comme s'ils étaient oubliés. L'histoire de cet homme, de cet esprit, était douloureusement simple et humaine. Il n'y avait rien de surnaturel à vouloir protéger sa femme, à essayer de sauver l'entreprise pour laquelle il avait travaillé toute sa vie. La véritable horreur n'était pas dans le fantôme, mais dans la violence banale qui avait mis fin à sa vie et l'avait laissé prisonnier de cet endroit. Je suis désolé, ai-je finalement réussi à dire, les mots semblant inadéquats face à une telle tragédie. Une douce lueur bleuâtre apparut brièvement près de la pompe 3, comme une photographie décolorée de quelqu'un qui n'existait plus dans le monde physique. Les autres chauffeurs ne s'arrêtent plus ici. C'est bon d'avoir de la compagnie, même pour peu de temps. La voix semblait plus distante maintenant, comme si elle se retirait vers un endroit au-delà de ma compréhension. J'ai démarré le moteur, qui fonctionnait maintenant parfaitement, ressentant un mélange de soulagement de pouvoir partir et une étrange réticence à laisser Marcel seul à nouveau. Merci pour l'aide, ai-je dit, dirigeant les mots vers la pompe 3. Il n'y eut pas de réponse, seulement le son du vent entre les structures abandonnées de la station. Quand je suis parti, j'ai regardé dans le rétroviseur et, pendant une seconde, j'ai cru voir une figure solitaire faisant signe d'adieu. Un mois plus tard, lors d'un café avec des collègues à Marseille, j'ai mentionné par hasard le vieux Marcel de la station abandonnée. Un vétéran aux cheveux gris à la table voisine s'est figé, sa tasse à mi-chemin de sa bouche, se tournant lentement pour me dévisager. « Marcel » a-t-il demandé, les yeux écarquillés de surprise et quelque chose d'autre, de la peur, peut-être. C'était mon oncle. Ils l'ont retrouvé tombé à la pompe 3 pendant l'attaque. C'était le seul à connaître l'existence du tuyau de secours derrière le local. Le café dans ma tasse semblait soudain froid, le brouhaha du restaurant disparaissant tandis que je traitais ce que je venais d'entendre. L'homme s'approcha, baissant la voix pour que je sois le seul à l'entendre. « Tu l'as vu, n'est-ce pas ? Tu as entendu sa voix. » Ce n'était pas une question, mais une affirmation chargée de certitude. J'ai acquiescé silencieusement, incapable de formuler des mots alors que la réalité de ce que j'avais vécu se cristallisait finalement dans mon esprit. Mon oncle Marcel aimait cette station plus que tout, sauf ma tante Charlotte, continua l'homme, maintenant assis en face de moi. Ils ont construit cette entreprise à partir de rien. Dans les années 70, quand personne ne croyait que ça pourrait marcher sur ce tronçon de route. Ses yeux semblaient distants, perdus dans les souvenirs. Il disait toujours qu'il n'abandonnerait jamais la station, qu'il y serait jusqu'à la fin des temps. Depuis cette conversation, j'ai commencé à prendre un chemin alternatif dans mes voyages, ajoutant presque 1 heure au trajet pour éviter la station de l'oncle Marcel. Pas par peur, étrangement, je n'ai jamais ressenti de peur face à sa présence, mais par respect. Son histoire fait maintenant partie de la mienne, un rappel qu'il y a plus de choses entre le ciel et la terre que notre philosophie n'en rêve. Mais parfois, quand la nuit est claire et la lune pleine, je me sens tenté de retourner à cet endroit. Peut-être qu'un jour je m'arrêterai à nouveau à l'ancienne station Total avant la Ciotat. Peut-être apporterai-je des fleurs à la pompe 3, ou resterai-je simplement un moment pour tenir compagnie à un vieux pompiste qui ne peut pas quitter son poste de travail, même après la mort. Ou peut-être vaut-il mieux le laisser en paix, permettre à son esprit de trouver le chemin vers où il aurait dû aller cette nuit fatidique de 2018, quand la violence a volé non seulement sa vie, mais aussi son repos éternel. La route Paris-Rouen a ses légendes, mais ce qui m'est arrivé il y a 2 ans me hante encore chaque nuit. Les histoires que les camionneurs plus âgés racontaient dans les aires de repos me semblaient toujours exagérées, produits d'esprits fatigués et d'une solitude excessive. J'en riais, certain qu'il s'agissait simplement de folklore routier, inventé pour effrayer les novices. Jusqu'à cette nuit d'orage, quand le monde que je connaissais s'est désintégré comme la brume sous le soleil. Il y avait un orage dévastateur, de ceux qui obligent même le conducteur le plus têtu à s'arrêter. Les essuie-glaces travaillaient frénétiquement, mais c'était comme essayer de vider l'océan avec une cuillère. La visibilité était réduite à quelques mètres, et des éclairs déchiraient le ciel à intervalles irréguliers,
transformant la nuit en jour pendant des fractions de seconde. C'est alors que j'ai aperçu, à travers le rideau d'eau, la silhouette d'une station-service abandonnée aux environs de Vernon. L'endroit semblait fermé depuis des décennies, des mauvaises herbes poussaient entre le béton fissuré, formant de petites îles de végétation qui revendiquaient leur territoire. Les fenêtres étaient brisées, des éclats de verre éparpillés comme des diamants sales sous la lumière des éclairs. Les pompes à essence avaient été arrachées, ne laissant que des bases en métal tordues, comme des dents pourries dans une bouche ruinée. Malgré tout, c'était mieux que de continuer sur la route dans ces conditions. J'ai manœuvré le camion vers le terrain de la station, sentant les pneus s'enfoncer légèrement dans la boue qui se formait. Je me suis garé sous ce qui restait de l'auvent métallique, reconnaissant pour la protection partielle qu'il offrait contre la fureur de la tempête. Le bruit de la pluie contre le toit de la cabine créait une sorte de musique hypnotique, un tambourinement constant qui rendait le monde extérieur encore plus distant et irréel. J'ai coupé le moteur et je suis resté là, dans l'obscurité presque complète, écoutant l'orage rugir. La nuit avançait lentement, sans signe que la pluie diminuerait. J'ai incliné le siège et essayé de m'endormir, bercé par le son de l'eau et par la chaleur résiduelle de la cabine. J'étais sur le point d'y parvenir quand un éclair particulièrement fort a illuminé toute la station, révélant des détails que j'aurais préféré ne pas voir, des marques sombres sur le béton près des pompes, des motifs qui ressemblaient étrangement à des silhouettes humaines, comme si quelqu'un avait dessiné des contours de corps sur le sol. L'horloge numérique du tableau de bord indiquait minuit quand j'ai vu des phares s'approcher par la route inondée. Au début, j'ai ressenti du soulagement, un autre conducteur cherchant refuge de la tempête, une compagnie bienvenue par une nuit pareille. J'ai observé les phares trancher l'obscurité, s'approchant lentement de la station, jusqu'à ce que le véhicule entre dans le périmètre illuminé par un éclair. Mon cœur s'est figé dans ma poitrine. C'était un camion identique au mien. Même modèle, même couleur de ma société, même les éraflures spécifiques sur le côté que j'avais obtenues lors d'une manœuvre mal calculée à Lyon le mois précédent. Mais ce qui a vraiment glacé mon sang dans mes veines, c'est le détail que j'ai remarqué quand un autre éclair a illuminé la plaque. Il avait le numéro d'immatriculation qui m'avait été attribué quand j'ai commencé à travailler il y a 15 ans, avant le changement de format des plaques. Cette plaque n'existait plus, elle avait été remplacée il y a plus d'une décennie. Le camion fantôme s'est arrêté précisément devant l'une des bases de pompe arrachées, comme s'il attendait d'être servi par des pompistes disparus depuis longtemps. Le moteur a été éteint, mais les phares sont restés allumés, deux lames de lumière coupant l'obscurité et la pluie, illuminant une scène pour quelque chose que je ne voulais pas voir. La porte du conducteur s'est ouverte lentement, grinçant sur des charnières qui semblaient ne pas avoir été utilisées depuis des années. Personne n'est descendu. La porte est simplement restée ouverte, se balançant légèrement avec le vent, laissant la pluie entrer dans la cabine vide. Ou du moins c'est ce qu'il semblait à distance. Un éclair a déchiré le ciel, et dans cet instant fugace de clarté, j'ai eu l'impression de voir une ombre derrière le volant, pas une personne, mais l'absence de lumière dans la forme d'une personne, un vide aux contours humains qui semblait avaler la luminosité autour de lui. J'ai pris courage, ou peut-être étaient ceux de la folie, et j'ai décidé de sortir pour voir qui c'était. La pluie m'a trempé instantanément lorsque je suis descendu de la cabine, mais j'ai à peine senti le froid ou l'humidité. Tous mes sens étaient concentrés sur cet autre camion, cette impossibilité matérialisée devant mes yeux. Chaque pas vers le véhicule semblait plus lourd que le précédent, comme si je marchais contre un courant invisible qui essayait de me repousser. À mesure que je m'approchais, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de fondamentalement wrong avec ce camion. Ce n'était pas seulement identique au mien, c'était mon camion, mais d'une manière différente. Usé d'une façon que le mien ne l'était pas encore, avec des marques d'utilisation et d'accidents que je n'avais jamais subis. La peinture s'écaillait à des endroits inattendus, et il y avait des bosses profondes sur le côté qui racontaient des histoires d'impact violents que je n'avais jamais vécues. Quand je suis arrivé à la porte ouverte, j'ai finalement vu le conducteur. C'était un homme plus âgé, portant la même casquette que je portais tous les jours, la même veste défraîchie de l'entreprise que j'avais reçue mon premier jour. Son visage était partiellement dans l'ombre, mais j'ai pu distinguer une barbe grisonnante et des lignes profondes de fatigue ou de douleur. Quand il a lentement tourné son visage vers moi, j'ai dû m'appuyer contre le côté du camion pour ne pas tomber. C'était moi. Un moi plus âgé, émacié, les yeux enfoncés dans des orbites assombries, comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. Mais le plus troublant était la blessure à son cou, une ligne rouge et profonde qui allait d'une oreille à l'autre, les bords trop nets pour être accidentels, du sang coagulé formant un collier macabre contre la peau pâle. Ses yeux ont rencontré les miens, et j'y ai vu une connaissance terrible, une sagesse acquise à un prix bien trop élevé. « Tu peux encore prendre un autre chemin » a-t-il dit avec ma voix,
mais plus grave, plus rauque, comme si les cordes vocales avaient été endommagées. Il n'y avait pas d'accusation dans son ton, seulement une fatigue infinie et quelque chose qui ressemblait presque à de la compassion. Avant que je puisse répondre ou même traiter ce qui se passait, un tonnerre assourdissant a secoué le ciel, et quand mes yeux se sont ajustés à nouveau, le camion avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. Je suis resté là, trempé jusqu'aux os, fixant l'espace vide où, quelques secondes auparavant, se tenait mon double moribond. La seule preuve que ce n'était pas une hallucination étaient les traces de pneus dans la boue, qui commençaient brusquement au milieu de la cour et se terminaient tout aussi soudainement quelques mètres plus loin. Je suis retourné en titubant vers mon camion, tremblant non pas de froid, mais d'une terreur profonde et primordiale que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Le lendemain matin, quand l'orage a finalement cessé, j'ai découvert quelque chose qui a transformé ma peur en panique absolue. Cette station avait fermé en 2012 suite à un braquage violent où un camionneur avait été tué, la gorge tranchée. Les journaux locaux avaient qualifié le crime d'exécution brutale, car le chauffeur avait été attaqué pendant qu'il dormait dans son camion, cherchant refuge d'une tempête. Le plus troublant, le crime n'a jamais été résolu, l'assassin jamais retrouvé. J'ai changé mon itinéraire ce jour-là même, refusant de passer à nouveau près de Vernon. J'ai inventé des excuses, accepté des travaux moins lucratifs, fait ce qu'il fallait pour éviter cette portion de route. Mes collègues ont remarqué le changement, la peur irrationnelle que je manifestais chaque fois que le sujet était la route Paris-Rouen, mais ils l'ont attribué au stress, à la fatigue accumulée des années sur la route. Personne ne croirait la vérité, alors j'ai appris à garder le secret. Le temps a passé, et peu à peu le souvenir de cette nuit a commencé à se diluer, devenant presque un mauvais rêve, quelque chose que je pourrais éventuellement me convaincre de ne pas avoir réellement vécu. J'ai presque réussi à y croire. Jusqu'à il y a 2 semaines, quand j'ai reçu une notification du répartiteur, il y avait une route spéciale, un fret urgent qui devait être livré à Rouen, en passant par Vernon. L'offre venait avec un bonus substantiel, presque le double du paiement normal. De l'argent facile, m'a assuré le répartiteur, surtout pour un chauffeur expérimenté comme moi. C'est juste passé par Vernon, a-t-il dit, sans connaître le poids de ses mots. J'ai refusé immédiatement, inventant un engagement familial incontournable. Le répartiteur était visiblement irrité, me rappelant que refuser des travaux sans bonne raison pourrait nuire à ma position dans l'entreprise. Cette nuit-là, après avoir refusé la route, j'ai rêvé du camionneur à la gorge tranchée. Ce n'était plus un moi plus âgé, c'était exactement comme je me vois maintenant, portant les mêmes vêtements que j'avais portés ce jour-là. Dans le rêve, il ne parlait pas, il pointait seulement avec insistance vers un calendrier sur le mur d'un café routier. La date marquée était exactement 2 semaines plus tard, le jour où le fret pour Rouen devait être livré. Je me suis réveillé trempé de sueur froide, l'image du calendrier encore vivide dans mon esprit. Était-ce juste un cauchemar, mon cerveau traitant le stress de la journée précédente, ou y avait-il quelque chose de plus ? Cette rencontre à la station abandonnée était-elle un avertissement, une fenêtre sur un futur que je peux encore éviter ? Je ne connais pas la réponse, et peut-être vaut-il mieux qu'il en soit ainsi. Certaines vérités sont trop lourdes à porter. Une chose est certaine, je ne serai pas sur la route vers Vernon la semaine prochaine. J'ai demandé des vacances anticipées, citant l'épuisement et des problèmes médicaux. Mon superviseur a accepté à contre-ségur, non sans me rappeler que les itinéraires sont distribués selon les besoins de l'entreprise. Tu ne peux pas éviter Vernon pour toujours, a-t-il dit avec désinvolture, sans connaître le frisson que ces paroles ont provoqué dans ma colonne vertébrale. Maintenant je suis chez moi, comptant les jours, attendant que la date fatidique passe sans incident. Je n'ai raconté à personne mes expériences ou mes peurs. Qui me croirait ? Parfois, dans les heures les plus sombres de la nuit, je me surprends à douter de ma propre santé mentale. Peut-être n'était-ce qu'une hallucination causée par la fatigue. Peut-être que l'isolement des routes a finalement prélevé son tribut psychologique. Mais alors je me souviens de ses yeux, mes yeux, et de la connaissance terrible qu'il contenait. De la blessure précise et mortelle à son cou. De l'avertissement murmuré avec ma propre voix. Et je sais, avec une certitude qui transcende la logique, que certaines routes ne doivent pas être empruntées, certains arrêts nocturnes ne doivent pas être faits. Certaines rencontres sont des avertissements du destin, des fenêtres sur des futurs possibles que nous pouvons encore éviter, si nous avons la sagesse d'écouter. Ces 3 récits soulèvent plus de questions qu'ils n'offrent de réponses. Que se passe-t-il réellement aux frontières entre notre monde et l'au-delà ? Pourquoi certaines âmes restent-elles prisonnières des lieux où leur vie s'est brusquement terminée ? Ces stations-service abandonnées fonctionnent-elles comme des portails vers des dimensions que nous ne comprenons pas ?
Peut-être avez-vous vous-même une histoire à partager. Avez-vous déjà ressenti une présence inexplicable en vous arrêtant dans une station-service déserte au milieu de la nuit? Avez-vous déjà vu des lumières là où il ne devrait pas y avoir d'électricité, ou entendu des voix dans des endroits supposément vides? Les commentaires sont ouverts pour vos récits. Certains sceptiques diront que ce ne sont que des histoires inventées par des esprits fatigués après de longues heures sur la route. D'autres soutiendront qu'il s'agit de manifestations de traumatisme collectif, d'échos de tragédies qui ont marqué ces lieux à jamais. Mais ceux qui ont vécu des rencontres similaires savent qu'il existe des vérités que la science ne peut pas encore expliquer. Si ces récits ont touché quelque chose de profond en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires d'horreur basées sur des expériences réelles. Souvenez-vous, sur les routes solitaires de l'Aube, entre stations abandonnées et arrêts oubliés, il y a plus de mystères que nos yeux ne peuvent voir ou notre esprit ne peut comprendre. Et peut-être, juste peut-être, certaines entités attendent que vous vous arrêtiez pour faire le plein lors de votre prochain voyage.